Good evening. Thanks very much. Voilà, bonjour. Merci de m'avoir invité donc à cet après-midi de conférence. Je suis Michèle Panaga, j'ai été diagnostiquée maladie de Parkinson il y a 7 ans et je l'ai attrapée en fait lorsque je travaillais en tant que diététicienne dans la clinique. J'étais déjà enceinte de 3 mois et puis il y a un patient qui est venu me voir après 5 ans et lorsque j'ai observé donc mon écriture manuscrite, eh bien elle avait bien changé en tout ce temps-là et j'ai trouvé ça étrange et lorsque j'ai essayé d'agrandir mon écriture, eh bien je n'y arrivais pas. Et donc, je l'ai associé, eh bien, cette manière de pouvoir écrire, mieux écrire moins, écrire en plus grand pas, eh bien, je l'ai associé à la maladie de Parkinson. Et je me suis dit, je suis très jeune, il y a peu de chances que je contracte la maladie de Parkinson. J'avais quelques douleurs au niveau des épaules et donc j'ai fait des scanners au niveau du cerveau, j'ai regardé au niveau des tumeurs mais le scanner a bien révélé la présence de la maladie de Parkinson. Et je me disais, je sais, il y a des personnes comme moi qui ont la maladie de Parkinson. Et je vois effectivement les problèmes de la maladie de Parkinson chez les femmes qui représentent 40% de ce que les femmes peuvent avoir à travers le monde en fait. Et il y a 30% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont moins de 60 ans. Alors, ils ont bien sûr leur famille, ils ont des activités professionnelles, etc. Et donc, j'ai voulu intégrer tout cela dans mes recherches, mais je suis allée donc au congrès à Kyoto, congrès mondial de la maladie de Parkinson, pour savoir s'il y avait donc des informations concernant bien, les régimes et l'alimentation. Il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus. Et donc, j'ai effectué des recherches par rapport dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a un besoin vraiment de s'intéresser à la nutrition lorsque l'on est atteint de la maladie de Parkinson. Donc, aujourd'hui, je vais un peu me concentrer un peu sur le problème de la nutrition et je vais commencer tout simplement par cette question: qu'est-ce que c'est qu'une nutrition personnalisée? Eh bien, j'ai travaillé donc avec professeur Abraham et puis d'autres personnes que vous voyez ici. Et donc, il s'agit d'aider tout simplement les personnes à équilibrer leur alimentation et de prendre des repas par rapport à leurs propres besoins. Et donc, il y a les besoins du corps. Nous sommes intéressés aux besoins du corps. Nous sommes intéressés également à la manière dont ces changements pouvaient être acceptés par rapport à la condition dans laquelle la personne se trouvait. Parce que dans la maladie de Parkinson, il y a une personne qui a la maladie de Parkinson. Eh bien, c'est une personne qui a la maladie de Parkinson avec un traitement bien spécifique par rapport aux besoins spécifiques et individuels de la personne. Il y a des diagnostics qui sont effectués, il y a des microbiomes qui sont différents, les gènes sont différents, les âges sont différents, les poids sont différents, la masse corporelle également est différente, on voit les choses différemment et il y a également le problème du genre qui est différent. Selon le genre, le comportement est différent et les actions sont différentes. Donc, voilà, vous avez une image ici d'un de mes collègues qui a effectué d'autres recherches sur la nutrition et qui a choisi différents impacts par rapport aux symptômes de la maladie de Parkinson. Il y a des choses, par exemple la dysgeusie, par exemple, donc le dysfonctionnement donc au niveau des intestins, problèmes donc facial au niveau des tremblements, également des dysfonctionnements gastro-intestinaux, par exemple. Voilà. Et donc pendant une période assez courte, on s'intéresse davantage sur le problème des femmes. Mais en sachant que il y aura peut-être des différences quand même par rapport au problème de l'homme atteint de la maladie de Parkinson. Voilà.
Alors là, lorsque la personne commence à manger des aliments, eh bien, l'ingestion prend plus de temps et ralentit. Voilà. Et parfois, c'est 3, 4 fois plus lent que ce qui se passerait dans l'estomac d'un homme. Alors, c'est que vous avez les intestins. Les intestins, eh bien, ralentissent leur processus. Ça peut également intervenir au niveau des menstruations, par exemple. Et on a les problèmes de la préménopause et la ménopause, où effectivement la situation est encore différente. Et il y a également le problème donc de l'ostéoporose. Et les femmes souffrent peut-être davantage de l'anxiété par rapport à l'homme et également le problème donc, de la ménopause, préménopause. Et tout ça doit être pris en compte lorsqu'on essaie d'adapter donc la nutrition à ces personnes. Et donc, les tremblements et la dyskinésie est également plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Et puis, ce qui impacte également les femmes, c'est que nous souffrons davantage de symptômes d'essoufflement. Et donc, nous utilisons un médicament en particulier, donc l'évopadone, qui est le plus fréquemment utilisé. Et on voit la manière dont le traitement évolue. Et parfois, il y a donc une dose de médication qui intervient et selon l'évolution, eh bien, il faut augmenter la prise. Et ensuite, il faut parfois prendre ou réduire les prises et au fur et à mesure et voir l'évolution de la maladie. Et ce qui se passe, c'est que les femmes souffrent davantage de différents symptômes, de l'essoufflement. Et c'est dû donc justement à ce problème de vidange gastrique qui est plus lent, parce que parfois il faut avaler donc les éléments, les médicaments, ils arrivent dans l'estomac, ils sont traités par l'estomac, dans les intestins et l'intestin grêle également, et puis ensuite tout cela envoie des informations au niveau du cerveau, et cela peut durer très longtemps lorsque l'on prend un médicament. Et donc si la vidange gastrique est lente, eh bien cela peut prendre du temps. Ça veut dire que le médicament peut stagner au niveau de l'estomac. Et donc, si on a un retard dans l'effet, tout simplement parce que le médicament stagne au niveau de l'intestin et parfois il peut y avoir des problèmes qui se développent, problèmes intestinaux avec ce médicament qui est le plus souvent pris, le lévodopa. Et donc, le médicament, du coup, ne peut pas forcément bien gérer toujours la maladie. Et donc, puisque cela affecte et la réaction au médicament est affectée par justement ce ralentissement au niveau de la vidange gastrique. Alors, ce qui se passe également par rapport à ces personnes qui ont la dyskinésie, elle est plus élevée chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson, chez les femmes plus que chez les hommes, mais les femmes ont plus de dyskinésie que les hommes. Et donc, c'est rattaché également au lévodopa, où les personnes ont peut-être trop de lévodopa dans leur système et les personnes, la dyskinésie induite par les lévodopa sont plus fréquentes chez les personnes et lorsque la durée de la maladie de Parkinson chez les femmes est supérieure à 5 ans. Et puis, alors, tout dépend également de l'absorption de plus de lévodopa. Si elles absorbent plus de lévodopa, il peut avoir les effets secondaires de la dyskinésie également. Et si
vous brûlez beaucoup d'énergie en pratiquant d'activités, vous perdez du poids et vous absorbez plus de lévodopa, vous tremblez et puis vous tournez un peu dans cette boucle. Et ce que vous voyez ici sur l'image, vous voyez ici donc à droite, les personnes qui perdent du poids eh bien, ont une tendance à développer davantage de dyskinésie. Et donc, les femmes pourraient avoir besoin d'une réduction de 25% des doses de lévodopa dans ce cas. Et donc, après, voilà, pour essayer de trouver la manière de réduire la dyskinésie. Et chez certaines femmes, eh bien, en fonction de leur poids, eh bien, elles n'ont pas forcément la même dose non plus de lévodopa. Donc, les doses sont basées effectivement sur les besoins individuels. Et donc, il y a les réponses aux médicaments donc, qui peuvent être affectées par des changements physiologiques au cours du cycle menstruel. Il y a des études qui ont été effectuées et donc les symptômes sont parfois plus importants avant les règles, par exemple, le cycle menstruel. Et donc, c'est différentes choses que nous devons prendre en compte lorsque nous appliquons les traitements. Ce qui est également important, c'est la vitamine B12 et les l'hémocystine. Et donc, cette étude sur la maladie de Parkinson précoce, il y avait un faible taux de B12 qui était courant. Et vous voyez donc à gauche les différents symptômes, neuropathie. Il y a notamment des piquements dans les mains. Il y a des essoufflements, il y a des crampes également, il y a des problèmes d'équilibre, etc. Et donc, parfois, il est difficile de voir un peu ce qui se passe, mais lorsque nous avons donc symptômes qui exacerbent un peu la maladie de Parkinson. Et il y a donc un faible taux de B12 au départ permettrait de prévoir une aggravation plus importante de la mobilité, tandis qu'un taux élevé de homocystine permettrait de prévoir un déclin cognitif plus important. Il y a des niveaux élevés de cystine qui sont associés à de moins bonnes performances cognitives chez les femmes, déficiences motrices plus importantes chez les hommes. Et il y a différentes recommandations que nous essayons de faire. Et donc, si vous découvrez certains symptômes, allez voir un peu notre neurologue. Ensuite, nous allons parler de la santé des os et en particulier en nous concentrant sur les femmes parce que les femmes ont des taux d'ostéoporose qui sont plus élevés que les hommes. Et le manque de vitamine D a également un lien avec une augmentation du risque de chute et de fracture. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que vous voulez voir vous arriver, de vous retrouver à l'hôpital avec une fracture, en particulier si vous souffrez déjà de Parkinson. Il y a une fréquence plus élevée de l'ostéoporose pour les femmes qui ont déjà un taux d'homocystéine plus élevé parce que elles sont traitées avec la lévodopa. La lévodopa a déjà cet effet secondaire qui augmente le taux d'homocystéine, qui, comme on l'a vu, est un composé qui peut entraîner un certain nombre de symptômes et d'effets secondaires. Donc, encore une fois, quelque chose qui est très important, c'est qu'on a démontré, les recherches récentes ont démontré que maintenir la densité des os permet de ralentir la progression de la maladie. Donc, et ce, de manière remarquable, ça permet de faire baisser les niveaux d'homocystéine et d'améliorer la qualité de vie. Mais on a encore besoin de plus de recherches, en particulier sur le fait d'adapter la nutrition des personnes atteintes de la maladie de Parkinson pour éviter ces symptômes. Ensuite, les impacts de la ménopause sur les femmes qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que les femmes de plus de 60 ans ont tendance à être moins actives que les femmes plus jeunes. Les femmes ont également une diminution significative de leur activité physique au cours des 2 années qui précèdent la ménopause et que cette diminution, elle se poursuit autour du temps. Ensuite,
l'inactivité physique est associée à une diminution des niveaux d'œstrogène qui circulent dans le corps pendant la transition ménopausique. Et la carence en œstrogène, elle est liée à la ménopause. Donc ça, on l'a vu, mais ça diminue l'activité physique volontaire ainsi que l'activité de la dopamine. Donc, nos hormones ont un impact incroyable sur les femmes qui ne sont pas atteintes de la maladie de Parkinson. Alors, imaginez pour celles qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, c'est ce que vous voyez ici à droite. L'impact de la ménopause et de la réduction d'œstrogène sur les femmes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, c'est ce que l'on voit ici en bas. La ménopause, elle est associée à des changements physiologiques. Il y a plus de pression, de tension sanguine, de tension artérielle, pardon. Plus de glucose lié au jeûne, plus de triglycérides et de cholestérol dans le sang, plus de fonctions pulmonaires qui sont réduites, moins de densité des os, etc. Donc en fait, tout ça, on doit le prendre en compte lorsque l'on parle de la santé des femmes en général et lorsque l'on prend en compte la santé et la nutrition des femmes, en particulier si elles sont atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, ce que l'on veut, c'est améliorer votre masse musculaire, votre densité osseuse. On veut également améliorer vos valeurs, vos indicateurs lorsque vous faites une prise de sang. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que cette thérapie de nutrition fonctionne? Alors, c'est une étude qui a été faite sur des personnes âgées de 60 à 68 ans et qui sont des patients atteints de la maladie de Parkinson. 67,7% ont un statut nutritionnel anormal, 25% sont en risque d'être malnourris, 42% sont malnourris, 42% sont en risque. Et ce statut nutritionnel insuffisant a un effet direct sur la dépression et l'anxiété. Donc, ce que l'on a fait, c'est que pendant 6 semaines, on leur a donné un suivi avec un nutritionniste, diététicien et un infirmier. On leur a également donné des suppléments pour ceux qui étaient mal nourris, un apport en fibres de 30 à 35 grammes par jour et également d'autres compléments en vitamines et une redistribution des protéines. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus d'hommes qui ont un statut nutritionnel anormal et ceux qui sont victimes de malnutrition ou de risque de malnutrition ont des symptômes qui sont plus sévères et se retrouvent dans des sous-groupes qui sont victimes de complications dans leur maladie. Donc, là, on est sur une étude qui dure 6 semaines, avec un suivi des patients sur 6 semaines, et on voit qu'il y a eu une efficacité incroyable, parce qu'on a vu qu'il y avait une amélioration significative du score de malnutrition, une amélioration significative au niveau de la gravité de la maladie, de la qualité de vie et de l'état nutritionnel, une amélioration significative de l'autoperception de l'état nutritionnel et de l'état de santé, qui a été associée à une diminution des scores de dépression et d'anxiété. Donc ça prouve bien que l'évaluation de l'état nutritionnel devrait être une approche standard dans le traitement de la maladie de Parkinson. Et c'est le cas également pour d'autres maladies neurodégénératives. Parce que le fait de ne pas tenir compte de ces caractéristiques nutritionnelles dans la maladie de Parkinson, eh bien ça aggrave théoriquement le processus de développement de la maladie et donc la qualité de vie des patients. Alors, vous avez peut-être déjà entendu qu'il fallait prendre votre levodopa avec des protéines, mais que en même temps les protéines ça peut interférer avec l'absorption de la levodopa dans le cerveau. Donc les protéines ça peut être de la viande, des produits laitiers, etc. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Et donc ce que l'on propose aux gens, c'est de prendre la levodopa soit 30 minutes avant les repas, soit 60 à 120 minutes après les repas. Donc 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures après les repas. Parce que lorsque vous prenez de la levodopa, et vous en prenez généralement de plus en plus, lorsque la maladie progresse, 5-6 fois par jour, donc quelquefois c'est très difficile de gérer votre emploi du temps nutritionnel lorsque vous prenez de la levodopa aussi rapidement. Et bien entendu, certains patients cherchent à éviter les protéines parce qu'ils ont peur que les protéines aient un effet négatif sur l'absorption de la levodopa. Et donc, ils perdent du poids et ils perdent de la masse musculaire.
Et en termes de l'ajustement de votre niveau d'absorption des protéines, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, malheureusement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a parlé plutôt de ces fluctuations. Et donc, ce que l'on conseille aux personnes, c'est d'essayer effectivement, Alors, il est difficile d'essayer de cadencer la prise de lévodopa au cours de la journée, tellement il y en a. Donc, ce qu'on propose aux personnes de faire, c'est de revoir la manière dont ils distribuent les protéines au cours de la journée. Donc ça peut être une solution. Alors, on essaye de maintenir 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour dans l'alimentation. Et très souvent de les prendre le soir. Donc 10 grammes, moins de 10 grammes dans la journée et le reste des besoins en protéines se fait le soir. Et cela a un impact sur les symptômes de la maladie. Et ce que l'on voit, c'est que dans le groupe de patients traités par lévodopa, la progression de la maladie était inversement corrélée à l'adhésion à la redistribution des protéines. C'est-à-dire que plus les gens respectaient ce calendrier journalier de prise des protéines, eh bien moins la maladie progressait. Et là, c'est un petit peu ce qu'on voit sur le tableau. Sur les tableaux, c'est que les personnes qui suivent une redistribution des protéines dans leur repas, et qui s'y tiennent, c'est surtout ça la clé, ont une réduction des symptômes. Vous avez ici à droite de la rigidité, des tremblements, la démarche, etc. Et un des effets secondaires du régime de redistribution des protéines, c'est la dyskinésie. Pourquoi ? Parce qu'une réduction de la dose de lévodopa peut aider à contrôler la dyskinésie dans le cadre d'un régime pauvre en protéines. Mais forcément, lorsque vous avez une redistribution des protéines, vous allez mieux absorber la lévodopa et donc vous aurez plus d'effets secondaires, donc plus de dyskinésie. Ça, c'est un effet négatif, malheureusement. Il y a également des preuves qui montrent qu'un rapport glucides-protéines de 7 à 1 ou de 5 à 1 peut réduire la dyskinésie. Et pour éviter la perte de poids, parce que quelquefois les personnes n'ont pas accès à un diététicien et donc ils essayent eux-mêmes de trouver un moyen de faire cette redistribution des protéines. Ça ne fonctionne pas très bien et donc ils peuvent essayer de contrecarrer cet effet de perte de poids en prenant plus de calories, c'est-à-dire de graisse ou de glucides. Or, on sait que pour les troubles d'alimentation, pour la redistribution des protéines, on avait besoin d'autre chose, on avait besoin d'activité physique, on avait besoin également de vraiment bien étudier ce que les patients mangeaient. Ensuite, si on met ces patients en réhabilitation, on en a parlé, ça peut aider ces patients à mieux gérer leur apport en protéines. Et si vous êtes en sous-poids, vous n'allez pas être en mesure de profiter pleinement des effets positifs de la redistribution de protéines. Donc si on rajoute, alors ici c'est ce qu'on propose, c'est d'avoir 20 grammes de protéines whey qui sont ajoutées 2 fois par jour au repas des patients et on voit que avec un traitement de réhabilitation intensif, on arrive à de meilleurs résultats. Et également, il y a une recherche qui montre, alors c'est une recherche qui a été effectuée au Luxembourg et qui montre qu'il y a des effets qui diffèrent en fonction des aminoacides qui sont contenus dans les protéines, donc sur l'absorption de la lévodopa.
Donc, en fonction, c'est ce que vous avez ici en bas de l'écran, en fonction du type d'acide aminé, d'aminoacides, eh bien, l'absorption de la lévodopa peut être plus ou moins bonne. Donc, on peut aussi jouer là-dessus pour s'assurer que la lévodopa est bien absorbée. Alors, ici, encore une fois, il y a un chercheur qui a regardé un petit peu tous ces acides aminés et a regardé un peu leurs caractéristiques et s'il fallait les conseiller comme complément alimentaire ou pas pour les patients atteints de la maladie de Parkinson et prenant de la lévodopa. Alors l'idée ici, c'est de développer un complément alimentaire sous la forme d'une boisson qu'on pourrait proposer aux malades de Parkinson pour venir compléter leur manque de protéines. Alors ensuite, il y a les personnes qui peuvent prendre du poids. Alors, la prise de poids, certaines fois, il peut y avoir une certaine compulsion à manger qui se fait lorsque les personnes ont un état que l'on dit hyper dopaminergétique. Et ce qui se passe, c'est que votre corps essaye de recharger leur batterie quelque part. Et lorsque la dopamine baisse, le corps essaye de ravoir un shoot de dopamine et donc il a envie de sucre. C'est le corps qui est intelligent et qui essaye de compenser ce manque de dopamine. Donc, fondamentalement, si vous pensez à redistribuer vos protéines, vous devez consulter un nutritionniste ou un diététicien parce que sinon vous risquez de prendre du poids à cause de ces fringales, entre guillemets. Alors quel est le meilleur régime pour les patients atteints de la maladie de Parkinson? Alors à l'heure actuelle, voici les différents types de régimes à l'écran. Alors vous avez à gauche, par exemple, le régime alimentaire occidental, le régime méditerranéen, végétalien, végétarien, sans gluten, etc. Et puis à gauche, anti-inflammatoire, plus sain, microbiome, pour avoir un microbiome plus sain, pour moduler les symptômes, etc. Et donc on voit qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour améliorer la condition de vie des patients. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on sait que le régime méditerranéen a un certain nombre d'avantages pour les patients en général, mais qu'il faut quand même qu'il soit adapté. Il y a une adaptation culturelle des principes du régime méditerranéen. Et donc, en fait, le rôle du diététicien dans les soins aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c'est réellement de prendre toutes ces composantes et d'essayer de développer avec le patient un régime auquel qu'il pourra respecter et qui lui sera adapté. Alors, comment consulter un diététicien? Qui voit un diététicien ici dans la salle? Alors, vous pouvez demander à consulter un diététicien via votre équipe de neurologie, via votre médecin généraliste, via votre centre de santé ou voire même dans des centres privés à titre privé. Alors, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que avec toutes ces études, on sait que la nutrition personnalisée pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, c'est une véritable progression que l'on peut mettre en place. Il y a un véritable avenir qui se dessine. Et qui prend en compte toutes ces composantes que vous voyez ici à l'écran. Et je vous encourage à vous intéresser à ce sujet. Alors, il y a des ressources qui sont absolument fantastiques sur les sites dédiés à Parkinson, sur France Parkinson également, un qui s'appelle Nutrition et maladie de Parkinson. Et également le programme My Moves Matter, que vous pouvez trouver également en ligne. Et en Irlande du Nord, nous avons même une application qui a été développée, c'est Lady PD, qui est en fait, c'est une application pilote pour les femmes atteintes de la maladie de Parkinson en France, En particulier, les femmes qui ont un développement précoce de la maladie. C'est une étude pilote dans 4 centres neurologiques en France pour suivre l'impact du cycle menstruel sur les symptômes de la maladie de Parkinson et l'efficacité des médicaments pour les femmes pour qui les symptômes de Parkinson débutent de manière précoce. Merci, Rachel.
Je vois que vous êtes très passionné par ce que vous dites. Voilà. Avec nous maintenant, nous avons une question pour vous, donc pour l'auditoire, sur la nutrition. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous avons demandé donc lequel serait le meilleur régime qui vous rendrait heureux. Alors, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'une pizza, ce serait bien? Est-ce qu'il faut... Alors, qu'est-ce que vos bactéries intestinales apprécieraient qu'on leur donne un menu méditerranéen, que ce soit un régime céto, ou alors qu'on lui donne une pizza? Il y a plusieurs études qui ont été faites entre 8 et 10 personnes concernant le régime cétogène, qui ont révélé quelques symptômes de faible progression de la maladie, de réduction donc de la progression de la maladie. Et il y a un groupe au Canada qui fait donc des expériences et qui mesure donc quelques informations donc concernant la prise d'un régime céto. Et donc, lorsque je parle effectivement d'un régime, il faut que le régime soit vraiment adapté individuellement à chaque personne. Et donc, parfois, lorsqu'il y a donc une perte de poids, parfois, le régime est également trop difficile à tenir. Et donc, nous avons testé avec différentes personnes, avec une population plus jeune, et peut-être que nous pourrions effectivement introduire, d'après ces études, ce régime pour la jeune population. Alors, voilà. Alors, si vous voulez bien vous tenir à une activité ou à quelque chose, il faut simplement faire quelque chose que vous aimez. Donc, il est vraiment très important de choisir votre activité, la natation ou le sport, etc. Voilà.